Sur Radio Espace et Espace TV, le Before GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Before Grande Gueule. Djiba Milimono, Aoula Toussou. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver en ce lundi, premier numéro de la semaine. C'est le Before des GG. Ici, nous survolons l'actualité nationale, pourquoi pas continentale, puisqu'au nom du principe du mort kilométrique, nous irons également sur le continent si le besoin s'exprime. Merci de la fidélité renouvelée. L'info, l'actualité, c'est ça. Les candidats trépignaient d'impatience. Le verdict du jury du bac a enfin été proclamé. En fin de semaine dernière, le constat frappant est celui du maintien de la tendance de cette année. C'est-à-dire qu'à l'image de l'examen d'entrée en 7e année au BEPC, on constate une telle amélioration. En chiffres, on passe de 9 à 27%. Guillaume Awin, qui est à la tête du ministère de l'Éducation, s'est félicité de cette amélioration qui témoigne, selon ses dits, de la traduction en actes concrets de la vision, de la refondation et la transformation qualitative de notre éducation. Nous aurons le responsable communication du département, M. Ansa Diawara. Eh bien, dans une lettre adressée au président de l'ANAL, plusieurs partis ont décidé de se soustraire de cette coalition pour en fonder une autre. Au nombre des motivations de cette défection, on parle des réalités de l'Alliance qui n'était pas aussi harmonieuse avec les débuts. En outre, les transfuges évoquent une belle fourchette d'objectifs de la création de l'APR, dont la volonté de participer au débat politique en leur nom et pour leur compte. Francis Abba, président de l'UGDD, portera la voix de cette nouvelle entité dans cette émission. Également, nous essuierons le vendredi dernier 19 coalitions de partis politiques, tenez-vous bien, ont participé à une réunion d'information avec le ministre Mori Kondé. L'objectif de cette rencontre était de faire le point sur l'exécution des étapes de la transition et ressort de cet entretien que la question de la mobilisation des ressources est l'épineuse problématique selon leur niveau d'information. À quel niveau d'information se situe l'exécution des tâches inscrites au chronogramme? Nous essuierons de joindre M. Baouri et le président du BL, Dr Faya Milimono. Nous essayons également d'avoir, si tout va bien, Joachim Milimono de l'UFDG. L'actualité a fait les choux gras des internautes de la presse partout. Les condamnations étaient sans tendresse des Guinéens malmenés par la police turque. C'était la version jusque-là connue. Au cours de sa très prise de parole publique, le ministre Maurice Anda Kouyaté a tenu à préciser qu'il ne s'agissait que d'un seul cas isolé. En plus, un Guinéen en situation d'illégalité. Quelle est la vérité dans cette histoire? Un citoyen guinéen résident en Turquie nous édifiera davantage et nous essuierons d'avoir l'autre chant de cloche du côté du département. Merci de la fidélité renouvelée. Vous suivez le Before des GG. Bienvenue à tous. Sur Espace, ici, nous donnons le ton sur l'exclusivité, la quintessence de l'actualité guinéenne et internationale avec nos chroniqueurs taillés sur mesure. C'est le Before des GG, tous les matins, 9h midi. Et oui, de retour sur ce plateau compte du Before des GG. Déjà avec nous sur ce plateau, c'est quoi Alphonse Mara? Bonjour, merci de nous rejoindre. Bonjour Djiba, bonjour à tous. J'ai envie de faire remarquer que les devises ont commencé à grimper. L'euro est en train de faire le million, le dollar a rajouté le 9 sur son dos, il est en train d'ajouter jusqu'à 30 ou 40. Oui, je crois le vendredi, on était autour de 905 000. 905 000. Et là, jusqu'à hier, on est passé jusqu'à 920 ou 930. Oui. C'est une situation très dangereuse, surtout dans un contexte de transition. Oui. Parce que jusque-là, on avait maîtrisé. Le franc guinéen s'était apprécié par rapport aux devises. Si aujourd'hui, les devises reprennent leur place d'antan, ce n'est pas du tout bon. Donc, il faudrait que l'État pense urgemment à des solutions. Et ces solutions-là, aujourd'hui, passent par les acteurs locaux. Parce que ce qui est difficile quand même à comprendre, c'est que dans un pays où notre bauxite va dehors, plusieurs matières premières sont achetées, qu'il y ait rupture de devises sur le marché. C'est un précédent dangereux. Je me demande, avec tout ce qu'on vend, dans quelle monnaie on achète. Parce que ce n'est pas le franc guinéen que les investisseurs prennent pour venir acheter nos matières premières. Et aujourd'hui, l'autre solution à laquelle il faut penser, c'est en fait guinéaniser la solution, en fait rendre la solution guinéenne. Et cela passe par nos orpailleurs. Aujourd'hui, on a un secteur riche mais négligé. L'or ne fait pas de la richesse, mais l'or permet de spéculer.
Et aujourd'hui, si nos acteurs du secteur de nos orpailleurs ont une certaine garantie, un accompagnement de l'État, les devises ne pourront pas manquer ici parce que leur or qu'ils prendront ici pour amener à l'extérieur, ça les donnera suffisamment de crédit pour importer des devises sur notre marché. Et quand le marché a suffisamment de devises, ça casse le prix, ça permet aux francs guinéens de s'apprécier par rapport aux devises. Ce qui était le cas depuis 2 ans. Oui. Mais il ne faudrait pas que, après que la Guinée ait quitté le tableau des pays pauvres pour se retrouver dans le tableau des pays avec une économie résiliente, intermédiaire, il ne faudrait pas que l'on laisse ça être remis à l'eau. J'espère que les autorités de la transition entendront ce message et mettront les acteurs guinéens, parce qu'ils vont encore aller chercher les solutions occidentales. Non. Aujourd'hui, on a des problèmes en Guinée. Il faut chercher des solutions guinéennes. Endogènes. Et les acteurs ici sont capables de le faire. D'accord. Merci beaucoup, Sékou Alphonse. Et il faut rappeler que nous avons une économie extravertie. L'essentiel de notre économie dépend de ce qui vient de l'international. C'est pourquoi parfois on parle d'inflation importée. Évidemment. Puisque ça ne nous dépend pas de nous. Allez-y, Emmanuel, bonjour. Bonjour Diba, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. Merci. Aoula Tousso, bonjour. Bonjour Diba, bonjour à tous. Si vous me permettez, je voudrais faire cas d'une situation que d'oignons. Ce week-end, un sac d'oignons a été vendu à près de 600 000 francs guinéens. D'accord. Un sac que j'ai vécu au marché, j'ai vu des femmes qui sont venues parfois faire. Quand tu viens au marché, on te dit que l'oignon maintenant c'est 4 à 10 000. Et les 4 là aussi, il faut voir le poids en fait de ces oignons qu'on te vend, 4 à 10 000. Imaginez une femme qui ne reçoit que 20 000 francs comme dépense. Oui. Comment elle va pouvoir faire la cuisine ce jour-là? J'ai vu beaucoup de femmes ce jour-là rebroucher chemin parce qu'elles n'avaient pas les moyens. Oui. J'ai vu aussi une famille qui avait une cérémonie, qui était venue acheter un sac d'oignons pour la cérémonie. Mais quand on prévoit par exemple 400 000, vous venez sur le marché, on vous dit que c'est 550 000, 55 000 ou autres, vous êtes obligé de vous retourner et repartir. Mais mes pensées, c'est beaucoup plus vers ces femmes qui perçoivent 20 000 ou moins de 20 000 ou parfois qui n'ont rien même comme dépense. Pour faire face à cela. À cela. Mais c'est aussi le prix du persil. Vous savez, parfois c'est utilisé aussi dans la sauce. C'est qu'on attachait par exemple à 1000 francs aujourd'hui. C'est ce qui se retrouve à 2000 francs. Parfois même ce qu'on revendait à 1000 francs, c'est beaucoup plus en quantité que ce qu'on revend actuellement à 2000 francs. C'est d'alerter les autorités guinéennes. On attend un communiqué conjoint du ministère de l'Agriculture et du Commerce pour nous expliquer. Pourtant, c'est produit chez nous, c'est produit en Guinée. C'est quoi les raisons de cette flambée soit vendu quand même à plus de 500 000 francs guinéens? C'est quoi les raisons? On attend vraiment cela en attendant mes pensées à toutes ces femmes. Justement, puisque jusque-là, on avait maîtrisé cette fluctuation, mais aujourd'hui, ça répare de plus belle. L'on se souvient sous Gomou que lorsqu'il était ministre du Commerce, on était parvenu quand même à maîtriser ces prix-là. Peut-être on essaiera de joindre Madame la ministre du Commerce pour savoir davantage. Bonjour Félix, merci de nous joindre. Ouais, bonjour Diba, bonjour à tous. Oui, bonjour Caps qui nous a rejoint, bonjour. Bonjour Diba, bonjour à tous. Et bienvenue. Merci. Alors, on va partir sur ces examens, puisque c'est l'actualité, Emmanuel. Vous le dites même dans ce lancement, c'est le même scénario. Hein. On a vu une amélioration au niveau du CEE, on a vu également au niveau du BEPC. Et cette fois-ci, au CEE contre 17,62% en 2022, soit une avancée de 26%. Et ensuite 34% au BEPC contre 15% en 2022, soit une avancée de 19,1%. Et 27,46% au BAC contre 9% en 2022, soit une avancée de 18,9%. Alors, est-ce que finalement, on se dit, la courbe, on n'a pas chuté, mais on a continué quand même à monter. Et qu'est-ce que cela vous inspire? Cela m'inspire plusieurs choses. D'abord, vous permettez que je passe un salut fraternel à tous ces jeunes de Zérikourim, de Massanta qui se sont illustrés. Oui, permettez que je le fasse, qui se sont illustrés au cours de ces derniers examens. On a le premier de la République sciences mathématiques qui a fait la même école que moi.
Donc c'est quand même une fierté, il faut le noter. Oui. J'ai envie de dire, au regard de ces résultats, de cette amélioration, vous savez, on a entendu plusieurs voix qui disaient que cette amélioration est tributaire du fait qu'on veut manipuler les résultats, puisqu'on ne comprend pas qu'on quitte par exemple de 9% pour se retrouver à 43,25%, si je ne me trompe pas, pour l'examen d'entrée en 7e, qu'on quitte de 17% pour 27% je crois au bac. Donc c'est puisque le CE c'est 44,25%, voilà, contre 17%. Contre 17%, merci. Voilà, maintenant pour le BEPC c'est 34% contre 15%. Absolument. Oui. Donc c'est tout pour dire que pour beaucoup, pour les observateurs plutôt, on estimerait que c'est en raison de la manipulation. Mais moi j'ai envie de dire... C'était des résultats politiques pour beaucoup. C'était des résultats politiques pour beaucoup. Oui. Mais moi j'ai envie de dire que la prise de conscience peut être pour beaucoup dans cette histoire. Vous savez, je suis de ceux comme Albert Camus qui dit que l'homme est une chance infinie, mais il ne doit jamais oublier qu'il est le responsable infini de cette chance. Ça veut dire que on peut bien entendu être on peut être candidat à l'examen, on peut avoir des aptitudes, mais s'il n'y a pas de travail de fond, s'il n'y a pas cette volonté de véritablement réussir, cette abnégation-là, on ne peut pas arriver au résultat. La chance est au bout de l'effort. La chance est au bout de l'effort. Oui. Donc ça voudrait dire que et surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a eu un narratif, un slogan qui a été porté tout au long de l'année scolaire. C'est-à-dire qu'on a dit aux jeunes élèves du lycée, du collège et du primaire, attention, l'année passée, il y a eu une hécatombe. Si vous ne faites pas attention, vous serez les prochaines victimes. Il est temps de resserrer la ceinture. Et faire une prise de conscience. Et faire une prise de conscience. Oui. Je pense que c'est l'assemblage de ces éléments-là qui ont fait que des élèves se sont mis à la tâche et des résultats ont été récoltés. Maintenant, est-ce que cela est déterminant de notre système éducatif? Dans son ensemble. Dans son ensemble, est-ce qu'il est performant? Non. Je dirais non. Oui. Voilà, il faut juste apprécier que des élèves aient compris que pour passer à un examen, il faudrait bien se battre au début de l'année jusqu'à la fin, ne jamais baisser les bras. Donc, j'ai envie de dire au ministre Guillaume, en dépit de la rigueur qu'on est en train d'instituer dans les examens nationaux, il va falloir en amont essayer de refaire le contenu des programmes, mais aussi les infrastructures qui est véritablement un manque à gagner, mais aussi s'intéresser à ce que les écoles en milieu rural vivent. Donc il y a du travail à faire de ce côté-là. Donc l'analyse que j'ai de ces résultats, c'est un bel acquis, celui de passer le message au fait que désormais, si vous voulez être admis au baccalauréat, il va falloir de but en blanc se battre, suivre ses cours, mais aussi les apprendre à perfection. Justement, Cap, sa prise de conscience, on l'a dit, au niveau des apprenants, des parents d'élèves. Mais Guillaume, dans sa sortie, il a cité des mesures qui ont concouru à un tel résultat. Vous l'avez parcouru. Est-ce que, à votre avis, en plus de ces résultats-là, comme il a bien dit, ça devrait peut-être c'est un indicateur parmi tant, mais ce n'est pas le seul indicateur de la performance du système éducatif guinéen. Il faudrait aussi des mesures structurelles, puisque ça ne se limite pas qu'à ces examens. Allez-y. Oui, Djiba, d'abord, il faut rappeler, il faut dire une chose, qu'on ne peut changer que ce qu'on a en conscience, d'où le bien fondé de la prise. Ça, c'est la réponse la plus évidente qu'on puisse donner par rapport à ces différentes évolutions qu'on a compris sur les résultats de cette année comparativement à l'année précédente. Oui. Mais le ministre Guillaume lui-même en est conscient du fait que la prise de conscience a joué un la réussite dans un examen, il y a un triptyque qu'il faut ressortir. Il y a d'abord la responsabilité parentale dans l'apprentissage ou la réussite des enfants au niveau scolaire. Et aujourd'hui, on sait bien entendu que beaucoup de parents, ça il faut le dire, se sont finalement retirés dans l'éducation de leurs enfants. Parce qu'avant, à un moment donné, on est parti jusqu'à croire que cette éducation-là, c'est à l'école. Et pendant qu'en réalité, quelqu'un me partageait ça et j'ai trouvé ça très très logique là-dessus. L'école nous instruit, mais l'éducation en tant que telle, c'est à la maison. Mais au-delà de ça également, il faut que les parents, en dépit de leur occupation, d'aller très tôt au travail, de rentrer très tard le soir, puissent dégager un petit temps pour pouvoir surveiller et mettre les enfants dans un processus d'apprentissage qui puisse leur donner eux-mêmes
envie d'apprendre et non pas d'être derrière eux pour les forcer à apprendre. La deuxième chose dans ce triptyque-là, c'est également le rôle et la responsabilité du staff managérial, le staff d'encadrement de l'école, la direction générale, les enseignants y compris. Il faudrait qu'aujourd'hui que la pédagogie change. Et c'est là où je vais interpeller le ministre dessus. Il faut sortir, c'est vrai, il faut utiliser le bâton, la carotte contre les enfants, mais j'ai l'impression que c'est plus le bâton qu'on utilise contre les enfants. Et aujourd'hui, il faut revoir le système pédagogique même, donner envie à l'enfant d'apprendre au lieu d'être derrière l'enfant, à pouvoir le taper et le forcer à pouvoir apprendre. Et la dernière chose dans ce triptyque-là, c'est bien entendu la responsabilité de cet enfant lui-même, à avoir cette envie de pouvoir réussir un examen. D'où ce triptyque-là. Donc, chacun doit jouer sa partition et c'est comme cela qu'on finira par maintenir ce taux qu'on a pu avoir cette année et pourquoi pas l'année prochaine, comme la promesse tenue par le ministre lui-même, c'est que l'objectif, c'est que minimum, l'année prochaine, qu'on ait 50% d'admis dans les résultats. Mais pour le ministre Guillaume, ça va au-delà de ça. Il dit que parmi ces réformes que son département a pu engager, qui ont expliqué cette progression-là, c'est qu'il y a le renforcement des inspections pédagogiques et administratives qui ont touché 25 223 enseignants et 10 658 encadreurs. Il va plus loin pour dire qu'il a également eu le renforcement des capacités de 14 294 enseignants, dont 11 974 enseignants du primaire et 2 320 enseignants du secondaire. Il parle également de la relance des journées d'animation pédagogique. Il parle de la formation des inspecteurs disciplinaires et ceux de l'enseignement élémentaire en docimologie, j'y arrive, en vue d'une meilleure conception des épreuves d'examen. Il parle également du recrutement de 18 000 enseignants contractuels communaux en collaboration avec le MATD. Même si à ce niveau, il y a des problèmes. Il y a énormément de problèmes. Donc, entre autres, voici ces éléments que le ministre Guillaume partage qui, selon lui, expliquent la réussite dans ces examens-là. Mais j'ai quand même envie d'aller plus loin, qu'il y a beaucoup de problèmes signalés, notamment le recrutement des enseignants contractuels. Et jusqu'à la semaine dernière, on parlait tout simplement de ces différents problèmes qu'on rencontrait à ce niveau-là. Je pense qu'aujourd'hui, il faut une vraie réforme structurelle. Vous savez, Djiba, pourquoi moi, j'ai au-delà de tout ça, j'ai une forme de réserve par rapport à ça. Vous savez, chaque ministre, quand il vient de prendre le pouvoir, et surtout dans le contexte de la transition actuelle, a une première alternative. Je sers absolument tout. Pour montrer qu'effectivement il y avait beaucoup de problèmes, mes prédécesseurs n'étaient pas à la hauteur, et l'année d'après. Et pourtant, c'est une logique qui est sur les deux mains qu'il faut remettre sur les deux pieds. Exactement. Ce n'est pas ça. Exactement. Et moi, c'est pourquoi il faut aller à la racine. Il faut aller à la racine parce que là, on a fait que toucher les symptômes du problème. Le problème, il est déplacé. Aujourd'hui, on change la tête de ce ministère-là. Le prochain ministre qui va arriver, croyez-moi, que les prochains examens seront très serrés et finalement les résultats seront catastrophiques pour montrer que ceux qui m'ont précédé n'étaient pas en train de travailler et que c'est moi qui viens impulser toute cette dynamique-là. Ça, c'est important de le signaler. Et je termine par dire, l'énergie que le ministère met dans l'organisation des élections, des examens, si cette même énergie est mise dans la préparation de ces examens-là, je peux vous garantir qu'on peut aller au-delà de ces 50% recherchés par le ministre-là. Et j'ai envie de dire qu'il faut aller plus loin. Il faut soumettre les inspecteurs régionaux de l'éducation, les inspections, etc., les DCE, les IRE, à des contrats de performance et pouvoir les obliger au justement résultat. Une gestion axée sur le résultat. C'est pour dire, par exemple, toutes les régions ou toutes les communes dans lesquelles il y a eu des mauvais résultats, ceux-là qui sont responsables directs de ces résultats-là, c'est ceux qui sont au niveau des inspections. Je me dis que si le résultat n'est pas bon dans une commune, dégommer celui qui est à la tête de la commune, et parce que tout simplement, celui qui viendra comprendra qu'il a sa part de responsabilité là-dedans, dans même l'inspection qui est effectuée au sein de l'enseignement. Et j'ai envie de terminer, Djiba, cette fois-ci, pour dire qu'il faut revoir le programme d'enseignement. Il faut revoir le programme d'enseignement. On a un programme obsolète depuis combien d'années? Des réformes ne touchent pas ce niveau-là. Les vraies réformes, jusqu'à présent, on n'est pas en train de toucher. Donc, la pédagogie, les programmes d'enseignement, les infrastructures scolaires, il faut mettre beaucoup d'investissements là-dedans. Il faut beaucoup renforcer les capacités des enseignants. Quand on sait qu'on a des enseignants qui ne sont pas à la hauteur, qui ont un niveau faible, justement, il ne peut donner que ce qu'il a aux enfants. Et finalement, ça se répercute sur le niveau des apprenants. Et sur le niveau des apprenants. En tout cas, l'un dans l'autre, il faut dire qu'il faut saluer ces avancées, quoi qu'il faut beaucoup améliorer, et il faut être dans du structurel que d'être dans du conjoncturel. Justement, et c'est vrai que, comme on dit, il faut renforcer aussi au niveau des classes intermédiaires parce qu'on a l'impression qu'on laisse passer les enfants dans les classes intermédiaires et on serre la vis au niveau des examens. C'est pourquoi il y a un spécialiste qui disait que si on lui demandait, pour lui, il faut supprimer le CEE
Parce que à la base, il faut renforcer plus davantage. Dans les salles intermédiaires et supprimer le CE, laisser les enfants mettre plus d'accent dans les salles intermédiaires au lieu de laisser passer la masse. Ensuite au CE, on dit bon, là, il faut serrer. Justement, Guiba, ce que vous dites là, c'est important de signaler, de s'accentuer sur ça. Il y a beaucoup d'écoles privées, quand vous n'avez pas la moyenne, on vous dit donc de payer par exemple les cours de vacances pendant 2 mois et puis l'année prochaine pour que vous vous retrouvez en classe supérieure. Moi, je n'apprécie pas cela. Oui. Soit on a la moyenne ou on n'a pas la moyenne. Oui. Si on a les... Oui, mais un cours de rattrapage, ça ne vous empêche pas de redoubler votre classe. Un cours de rattrapage ne doit pas être égal, ne doit pas vous permettre de passer en classe supérieure. Des cours de rattrapage. Après, vous êtes soumis à une évaluation. Les sessions de rattrapage. Vous validez. Si vous êtes soumis à une évaluation, là, je suis d'accord. Mais vous dire juste de faire des cours de vacances, après vous passez en classe supérieure, ça, je ne suis pas d'accord. S'il y a un test après qui certifie que oui, effectivement, que vous avez eu la moyenne. Ce sont les sessions de rattrapage. Après, il y a des écoles privées où on n'échoue même pas. Oui. Voilà. Mais il y a certains pays, même aux examens, on le fait. Il y a des sessions de rattrapage. Oui, le bac français, il y a des sessions de rattrapage. L'autre chose, quand même, dans ce pays, il est arrivé qu'un ministre instaure qu'on n'échoue pas dans les classes intermédiaires. Oui. C'est arrivé en République de Guinée. Tout à fait. Nous avons notre invité. On va partir avec cette transition. On se retrouve dans un court instant pour poursuivre le débat. Espace, le Before DGG, l'invité. L'invité, M. Ansa Diawara, qui coordonne la communication au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Monsieur Diawara, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Guiba et bonjour à tous vos camarades chroniqueurs et bonjour également à vos millions d'auditeurs. Alors globalement, nette amélioration, le CE 44,25% contre 17% en 2022. Vous avez également 34,5% au BEPC contre 15,4% en 2022, soit une avancée de 19,1%. Vous avez 27,46% au bac contre 9% en 2022, soit une avancée de 18%. Alors dites-nous sur le compte de quoi. D'abord, comment vous réagissez à cette amélioration? Qu'est-ce que cela vous inspire? Merci beaucoup. Je ne suis pas le chargé de communication, il y a un chargé de communication, je suis le porte-parole. Merci de me poser cette question. Évidemment, il y a eu une grande avancée cette année à voir nos taux d'admission comparativement à ceux de l'année dernière. Alors, il faut déjà rappeler qu'après ce taux très bas en général de nos examens nationaux session 2022, et il était question que chaque acteur alors prenne conscience, prenne à bras le corps ce qui lui revient pour que les résultats de ces enfants s'améliorent. Et globalement, ces acteurs ne sont autres que le gouvernement, et disons à travers notre département, le ministère de l'enseignement préuniversitaire de l'alphabétisation, les parents d'élèves eux-mêmes, mais aussi les enfants qui compétissent. Alors, et dès l'entame, nous, département, bien entendu avec la bénédiction du gouvernement et tout l'accompagnement, nous avons pris un certain nombre de mesures parce qu'on avait constaté au départ un manque d'enseignants criards, ce qui nous a poussé d'ailleurs à demander à monsieur le ministre de la fonction publique qu'on puisse recruter des enseignants et doter toutes nos écoles qui sont là avec un manque d'enseignants. Bon, mais le ministre a dit qu'il était en train de contrôler les fichiers, donc il ne pouvait pas recruter maintenant. Il était question de trouver d'autres solutions. Et cette solution, elle a été trouvée par le gouvernement, de recruter les contractuels, histoire de doter, d'envoyer ces contractuels-là dans toutes les écoles où il y a manque d'enseignants. Ce qui a été fait, près de 15 000 enseignants contractuels ont été recrutés. Deuxièmement, il y a eu une vaste campagne d'inspection dès après la rentrée, et cette campagne a touché toutes les écoles et les enseignants en situation de classe, histoire également de savoir les enseignants ont besoin de quoi comme capacité en termes de renforcement, et je crois que ça
après cette remontée, c'est ainsi, il y a eu aussi en troisième lieu la programmation de la formation groupe par groupe des enseignants qui sont en situation de classe. Et là aussi, quatrièmement, vous allez voir, on avait un certain nombre également d'écoles vétustes. Il y avait des écoles sans tôle, donc c'était un manque. Il fallait aussi retoucher les manches, rénover certaines salles de classe pour accroître la capacité d'accueil de ces écoles, ayant constaté cet échec, parce que ceux qui devaient passer au lycée, beaucoup sont restés, ceux qui devaient aller à l'université, beaucoup sont restés, ainsi de suite. Donc il y a eu, je crois, 548 salles de classe qui ont été rénovées, et cela sur toute l'étendue du territoire national. Ça, c'est côté gouvernement. Maintenant, côté parents et élèves, vous avez vu cette année, il y a eu un changement. Il y a eu une prise de conscience généralisée. Les enseignants, eux, quand on a dans sa classe 100 élèves, 0 admis, et aucun enfant n'a eu la moyenne dans sa matière, l'enseignant se dit que la faute aussi c'est lui. Donc les enseignants aussi se sont mis en cause pour dire désormais il faut qu'on booste, il faut qu'on pousse les enfants, il faut qu'on travaille mieux. Donc et les parents et les enfants, chacun a compris que seul l'effort intrinsèque puisse faire passer quelqu'un en classe supérieure, surtout avec ces examens. Et ils ont constaté également les dispositifs que nous avions mis en place pour contrer, parce que vous êtes en Guinée et même pas ici avec cette ère du 21e siècle, les gens se fient à l'Internet, les WhatsApp et autres, les réseaux sociaux, et certains s'étaient confiés à ça, ils avaient confié leur formation au WhatsApp, réseau, Messenger, ainsi les télégrammes. Mais quand ils ont compris que le département a déployé un système qui puisse contrer tous ces, en tout cas, groupes-là, les enfants ont su qu'ils n'ont aucune autre alternative que de sérieusement étudier et être en classe avec sa tête. C'est ce qui nous a beaucoup aidé. Et vous avez beaucoup constaté que dans les écoles, les enfants révisaient un peu partout, les parents suivaient, parce que tout le monde savait que ce serait dur et les dispositions étaient là, coriaces, donc il fallait faire face. Et ça, vous avez compris, dès l'entame de l'examen ou des examens nationaux en général, beaucoup de groupes responsables de ces réseaux-là, on les avait à l'œil. Il y en a qui ont pris la poudre d'escampette, qui ont quitté complètement la Guinée. Donc ceux qui étaient dans ces groupes, plus de répondants, ils se sont dit, ah, vraiment, il faut se donner au cahier. Donc honnêtement, ces résultats, c'est la résultante de tous les efforts consentis et par le gouvernement à travers le MEPUA, mais aussi des parents qui ont accompagné et les élèves vraiment qui ont accepté, parce qu'ils savent que personne ne passera plus sans avoir la moyenne. D'accord, justement, on sait que dans le système éducatif, c'est comme planter un arbre et le faire pousser. Ça ne se fait pas avec la promptitude du tonnerre, c'est pas en un seul jour. Mais Emmanuel, allez-y pour la question. Alors, Monsieur Diawara, j'ai une question concernant les résultats du bac. On a constaté en tout cas qu'il y a le résultat du côté de Kankan n'est pas des plus étincelants contrairement aux années passées. Et pour cause, beaucoup d'observateurs parlent d'une milice, les gardiens du mérite, qui aurait été entretenue par le ministre Guillaume Aoui, dont l'objectif était vraiment comment je vais dire ça, de renforcer la surveillance du côté de Kankan et de Sigiri, qu'il y avait une sorte de superviseur et que cela aurait contribué à faire échouer des candidats. Bon, c'est comme ça, vous avez appris. Nous avons mis une panoplie, disons, de supervision, et la haute supervision au niveau de toutes les régions, c'était la supervision régionale. Les gardiens de mérite ont existé, et même l'année dernière. Et ces gardiens de mérite ont été sur toute l'étendue du territoire national. Ça, histoire de remonter les faits, d'accompagner, parce que quand vous prenez un superviseur national, par exemple, préfectoral,
il est seulement à Cancan. Et quand vous prenez Cancan, au baccalauréat, il y avait 17 centres. Comment un seul superviseur peut être à la fois, en même temps, dans ces 17 centres? Le superviseur régional, moi, par exemple, régional. Alors, M. Diawara, le problème avec ces gardiens du mérite, c'est qu'ils ne figurent pas dans l'organigramme officiel de ceux qui contrôlent les examens. C'est bien leur existence, entre guillemets, informelle, qui pose problème. C'est ce que je vous dis. Leur existence a été signée par M. le ministre. Et M. le ministre, il est responsable, le premier responsable des examens. Donc, pour la fiabilité des examens, il peut prendre n'importe quelle décision qui puisse, en tout cas, faire en sorte que les examens soient de plus en plus équitables. Et c'est ce qui a été fait. Ceux qui parlent des gardiens de mérite, moi, aucun gardien de mérite, quand je dis descendez, ils descendent. Aucun gardien de mérite n'est monté sur ma tête. Parce que je leur ai dit, débarrassez de vous de tous les téléphones. À quand je l'ai été, j'ai trouvé des gardiens de mérite, je leur ai dit, sortez, allez déployer les téléphones. Ils l'ont fait. Donc, c'est des racontards, ça a été partout. Il faut que les gens cessent de dénigrer. C'était pour accompagner parce qu'on ne peut pas faire seul. Moi, j'étais à Farana, j'avais 4 préfectures. De là-bas, on m'a envoyé à Cancan et compté le nombre de préfectures. Donc, c'était histoire pour que les enfants, que les valeurs intrinsèques soient là. Mais aucun gardien de mérite ne peut venir éliminer un candidat parce qu'il voit que le candidat est bilingue. Non. Mais quand on trouve un document sur un candidat, mais ici, il y a le délégué, tel a le candidat, tel a ça, ou bien lui-même, il indexe au surveillant. C'est pour aider, c'est encore renforcer la capacité de surveillance. C'est ce qui a été fait. Sinon, de mon point de vue, en tout cas dans ma zone, je n'ai pas trouvé d'exaction et c'est moi qui ordonnais la prise. Alors, M. Diawara, je veux partir avec vous avec cette question-là parce que je voudrais que vous nous clarifiez ce point de vue. Il s'agit de la situation de Guékédou. Alors, on nous apprend qu'il y a eu de la fraude du côté de Guékédou où on retrouvait beaucoup de copies identiques. Ce qui expliquerait... Alors, je disais... Est-ce que vous me recevez très bien ici? Là, voilà, c'est bon? C'est bon, oui, c'est bon. Allez-y. Voilà, donc, M. Diawara, je disais que c'était par rapport à la situation de Guékédou. On nous apprend que de ce côté-là, il y a eu plusieurs copies identiques qui ont été retrouvées là-bas, notamment au niveau du baccalauréat, ce qui expliquerait qu'il y aurait beaucoup de lauréats du côté même de Guékédou, notamment en sciences expérimentales et en sciences sociales. Alors, quel est votre regard par rapport à tout ce qu'ils disent, qu'il y a eu beaucoup de copies identiques au niveau de Guékédou qui expliquent les résultats à ce niveau? Bien. Je crois que les lois, les règlements que nous avons établis règlent tout ça. Parce que ces règlements sanctionnent avant, pendant et après les examens. Lorsqu'il est constaté, nous allons analyser juste, on vient de proclamer les résultats, et après ces résultats, quelle est la phase qui suit? C'est l'analyse de ces résultats point par point, point par point. Et si nous constatons ce que vous dites là, qu'il y a des copies conformes, et on vient analyser feuille par feuille, on voit que ce sont les mêmes écritures. Parce que les enfants peuvent avoir la même note, mais sans passer par les mêmes procédés, surtout quand on prend les sciences sociales. Au moins les sciences exactes, on peut comprendre que ce sont les mêmes résultats. Mais même là-bas aussi, si les phrases sont les mêmes, les mots sont les mêmes, on va dire que ce sont des copies conformes et ça va être puni conséquemment. Donc quelqu'un peut être admis à ces examens-là en général et après constat derrière, si nous voyons que cet élève a été admis par fraude, sa candidature est annulée et s'il avait déjà son diplôme lui est retiré. Mais monsieur Diawara, cette situation, ça devient compliqué. Alors moi, la question que j'ai envie de poser, ça veut donc dire qu'il y aurait des possibilités que pendant la correction, qu'on ne puisse pas justement se rendre compte de ce processus-là, qu'il faut attendre après la proclamation des résultats, ce qui peut porter à confusion. Un enfant déjà admis, lui redire que vous n'êtes plus admis parce que tout simplement, on a décelé ces irrégularités-là. Est-ce que vous ne pensez pas que c'était un travail qui était dû être fait en amont et pouvoir renforcer tout ça? Non, c'est vous qui dites une chose et son contraire. Comment ça, M. Diawara? On a tout le temps vu des gens ici, des athlètes, quand ils sont contrôlés positifs, après, on annule, on retire leur truc. C'est aussi simple que ça. C'est une loi
ce sont des règlements que nous avons élaborés bien avant les examens. Et ça a été ventilé partout, on l'a vulgarisé même chez vous sur l'espace. On l'a fait. Donc je pense, tout ne peut pas déceler pendant les examens. C'est pourquoi on a mis les caméras aussi. Hein. Et les caméras, nous sommes en train d'étudier les images. C'est histoire de voir qui a fait quoi après, pendant ces examens, ce qui n'a pas été vu pendant les examens. Mais si on l'a vu, on a vu que c'est fraudé, mais on annule. Même dans les élections, quand on constate qu'il y a eu fraude, ces caméras mais M. Diawara, ces caméras ne se trouvent pas partout, c'est un centre pilote. Et comment vous faites dans ces centres-là où il n'y avait pas de caméra donc? S'il faut aller sur la base des images des caméras pour remonter ou pour constater certaines irrégularités. J'ai donné un exemple, mon frère. Vous avez parlé de la situation de Guérédo. Ça, c'est vous qui l'avez dit. Mais dans nos analyses, si nous le constatons comme vous l'avez fait, on sanctionne. J'ai donné l'exemple aussi des caméras. Et dans l'avenir, pourquoi pas les caméras dans toutes les salles. Mais là où les caméras ont existé, si nous avons constaté par exemple un fait qui n'est pas propre aux examens, mais la sanction est tout tombée. C'est pour dire toujours qu'on peut sanctionner même après les examens. Ok, Félix, allez-y. Alors, M. Diawara, ça c'est le cas des élèves qui ont eu quand même le bac. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas eu le bac, mais qui estiment qu'ils ont bien travaillé, est-ce qu'il y a une procédure à travers laquelle ils pourront peut-être accéder à leur copie. Ils pourront accéder à leur copie, vérifier leurs notes, parce que il y a beaucoup d'élèves en tout cas qui clament en tout cas avoir travaillé très bien lors de ces différents examens. Est-ce que ils ont la possibilité d'avoir leur copie et de vérifier où est-ce qu'ils ont péché. Justement, sans oublier que l'an passé, plusieurs ont tenté la procédure, on les a orientés vers l'INRAP, mais ils n'ont pas eu jusqu'à aujourd'hui accès à leur copie. Il y a même, on parlait même de l'existence d'une plateforme de revendication qui n'a pas survécu. Bien. Alors, merci pour toutes ces questions. Mettez-vous à l'aise que cette question de revendication n'a pas commencé aujourd'hui, et ça a toujours existé bien avant. Et nous sommes ouverts aux revendications. Les revendications, c'est limite quand même. On a, après les examens, il y a 2 mois, on met un délai. Il y a 2 mois de revendications. Si vous ne venez pas au mois, à ce mois de juillet là, vous ne venez pas au mois d'août, vous venez au mois d'octobre. Mais non, s'il vous plaît, vous allez me permettre de vous arrêter. Le délai ne posait pas problème. Pour le cas de l'élève dont je parle, l'an passé, dès que le ministre a annoncé sur notre antenne ici que la revendication était possible, le jeune a fait un courrier qu'il a adressé au département. Du département, on lui a orienté vers l'INRAP. Et c'est là-bas que la profession de la mauvaise foi s'est fait démontrer. Il n'a jamais eu accès aux copies et on lui renvoyait toujours à revenir plus tard. De sorte qu'au bout de 3 mois, jusqu'à l'ouverture, il n'avait plus rien. Bien, ça c'est le seul cas de cet élève. Je voudrais que vous parliez du cas général. Quand vous venez, vous faites une demande, on ne vous reçoit pas. Ce n'est pas l'INRAP. L'INRAP n'est pas un service d'examen. C'est la Direction générale des examens et concours nationaux. Donc, quand vous venez, s'il n'y a pas de gain, il n'y a pas gain de cause, vous retournez là, on vous a indiqué. C'est aussi simple. D'accord. C'est ouvert. Maintenant, pour ce qui est des résultats qu'on avait affichés, vous savez, dès qu'on a affiché, qu'est-ce qu'on a constaté? Les gens avaient commencé à calquer les notes de ceux qui sont admis et aller falsifier des diplômes. Quand on avait été interpellé par beaucoup d'ambassades pour dire que oui, tel est admis cette année, on s'est rendu compte que c'est sur cette page, ils sont partis photocopier, voler, photographier, coller chez eux. On a suspendu ça. Ce sont les ambassades qui nous ont appelés. Ils oublient que nous, dès après les examens, ces résultats-là sont envoyés dans toutes les ambassades. Quand quelqu'un arrive, il s'appelle Djiba Milimono, mais s'il n'a pas son bac, il va lui envoyer un faux document. On va lui dire que simplement, on regarde sur la liste, on dit simplement, monsieur Djiba, vous n'avez pas votre bac, malheureusement. Donc voilà ce qui se fait, monsieur. D'accord, justement, on sait qu'il y a une loi sur les examens en Guinée, notamment l'article 95 dit que l'administration dispose d'un délai maximum de 2 mois
pour répondre à l'intéressé. Et l'article 96 dit, je cite, dans l'hypothèse où les résultats de la vérification prouvent que le candidat est admis, l'autorité compétente prendra un acte pour rétablir le candidat dans ses droits. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans cette situation l'année dernière où des candidats auraient contesté, ils sont entrés en possession des relevés sur demande expresse du chef d'établissement, puisque c'est ce que la loi dit. Est-ce qu'il y a eu des situations comme ça où des candidats auraient été rétablis, oui ou non? Bien, ça c'est une question pertinente. Monsieur Milimono, on est toujours ouvert aux revendications, comme je l'ai dit tantôt. On n'a jamais eu ce cas où un enfant soit venu avec les parents. Toujours, chaque fois que les parents viennent avec les enfants, ils quittent avec les larmes. Parce qu'on sort toutes les copies, on les dépose. Si vous avez vu d'ailleurs, il y a toujours du retard dans la publication. Il n'y a pas d'erreur à la correction. Parce que c'est deux enseignants qui corrigent et qui sont dans deux salles différentes. D'accord. Une double correction. Dès D'accord. qu'il y a un écart de plus de 3, il y a un troisième correcteur qui intervient. Donc, quand les notes sont remontées, elles sont centralisées. Maintenant, entre la fiche centralisée et la saisie, après la saisie, on tire ce qui a été saisi et on compare la fiche centralisée et la saisie pour voir, parce que les erreurs peuvent se glisser quand la saisie se fait. Alors, c'est là-bas qu'on a corrigé. Maintenant, si par malheur, il y a eu des erreurs, on corrige. Mais on n'a pas eu de ce cas, en tout cas au baccalauréat, pour dire que tel est venu, il a eu ça. Non, non, on n'a pas eu. Ansa Diawara, porte-parole du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Allez-y, Félix. Voilà, M. Diawara, moi j'aimerais qu'on aille au-delà des examens, puisqu'on sait que le résultat des examens, je crois, c'est la dernière étape dans le processus du système éducatif. En fait, aujourd'hui, on se frotte les mains parce qu'il y a une légère amélioration au niveau des statistiques. Mais quand on revient un peu derrière, par rapport à la gestion de l'année académique, il y a eu des enseignants contractuels communautaires qui ont été recrutés de commun accord avec votre département, mais également le MATD. Mais la gestion de ces enseignants contractuels communautaires a posé problème. Notamment dans le recrutement. Notamment, premièrement dans le recrutement, mais également dans la prise en charge de ces enseignants. Plus de 7 mois sans qu'ils ne perçoivent leur prime. Est-ce que vous ne pensez pas que ça aussi, ça pesait dans la balance? Peut-être on aurait dû avoir, comment dirais-je, une moyenne plus élevée que celle que nous avons aujourd'hui, mais du fait qu'on n'a pas pu quand même gérer cette situation, on s'est retrouvé avec ces statistiques. Et puisque vous citez un peu parmi les réformes qui ont concouru à ces résultats, le recrutement de ces contractuels en commun accord avec le MATD, on sait qu'à ce niveau, on nous apprend que des mères auraient recruté leurs fils, leurs femmes, et il y a de véritables problèmes à ce niveau. Le modus operandi n'a pas été bien mûri pour beaucoup et les salaires retardent. Est-ce que vous ne pensez pas que, oui, on peut citer ça, mais il y a des défaillances? Bien, je termine par ce que vous avez dit. Il y a eu des défaillances, oui, c'est vrai. Mais ces défaillances n'ont pas touché le déroulement des cours. Je m'explique. On a recruté des gens, c'est vrai. Voilà, on l'a perdu, Félix. On était sur cette question puisque je pense que c'est le ventre mou du département par rapport à ces examens. C'est le point faible. Ouais, c'est pertinent parce qu'en réalité, je crois on ne devrait pas beaucoup plus s'appesantir sur le résultat des examens, parce que le résultat des examens est, comment dirais-je, la résultante de tout ce qui a été fait lors de l'année de la saison académique. Et quand nous regardons la saison académique 2022-2023, il y a eu beaucoup de tumultudes. D'abord, dans le recrutement de ces enseignants contractuels communautaires, vous avez des femmes, des préfets ou des maires ou des jeunes frères ou des cousins qui ont été quand même insérés dans ces rangs, quand bien même que ce ne sont pas des enseignants à la base. C'est ce qui a amené même le MATD à dire que pour qu'on paye, on conditionne cela il faut une à l'authentification des diplômes. Évidemment, ça c'est un premier aspect. Mais l'autre aspect, c'est la prise en charge de ces enseignants. Vous vous rappelez, il y a même des enseignants
enseignants parce que ça n'a pas été prouvé, mais il y a des enseignants qui ont perdu la vie dans ces conditions. Et donc, il y en a qui sont partis dans des zones reculées. Puisqu'ils ne sont pas payés, finalement, ils ont jeté l'éponge. Ils sont rentrés à Conakry. Ils sont rentrés. J'en connais beaucoup. Vous imaginez des enseignants qui ont des familles à Conakry ici, mais qui sont allés à qui ont abandonné leur famille. Évidemment. On les a dit, vous avez signé le contrat, allez dans les zones reculées, à moins de Guinée, en Haute-Guinée, Guinée forestière. Donc c'était compliqué. Pas de traitement, pas de prise en charge, finalement. Ils ont abandonné, ils sont rentrés à Conakry. L'autre aspect que j'avais voulu poser la question, c'est par rapport aux étudiants de l'ICIEG, mais de l'ENI également. Que fait-on de ces étudiants, de ces jeunes également? Parce qu'il y a beaucoup qui sont sortis de l'ICIEG aujourd'hui, qui sont au chômage. Qu'on peut mettre à contribution. Évidemment qu'on peut mettre à contribution. Malheureusement, on n'est pas en train d'utiliser ces jeunes. Justement, merci beaucoup. Vous gardez l'écho dans la seconde partie de cette émission. On aura Dr Faya Milimono Baouri. Nous essayons également de joindre Joachim Milimono, l'UFDG, l'UGDD, on aura Abba. Tous par rapport au chronogramme, mais aussi à l'actualité. Le factuel nous intéresse dans cette émission. A tout de suite. Sur Radio Espace et Espace TV, le Before GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Before Grande Gueule. Djiba Milimono. Sur Radio Espace et Espace TV, le Before